Euh, Bonjour et bienvenue à tous. Alors, comme nous le rappellent de manière assez insistante les fleuristes et autres chocolatiers, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, mais c'est surtout pour moi le moment de vous souhaiter la bonne année en chinois, Shen Nian Hao, c'est-à-dire donc bonne année du serpent, puisque nous y sommes officiellement entrés depuis quelques jours. Vous avez une variation un petit peu plus occidentalisée ici. Alors, je ne peux qu'espérer que cette année sera, en tout cas pour moi, plus favorable que la précédente, bien que le serpent soit une créature assez mal aimée dans notre imaginaire, volontiers associée au mal et au péché, comme dans le fameux récit de la Genèse que vous connaissez probablement tous. Vous l'avez ici illustré par le peintre anglais William Blake. Alors, je ferais mieux, je pense, d'arrêter de vous parler de péché, car mal m'en a pris la dernière fois de m'aventurer sur le terrain théologique, qui n'est évidemment pas le mien, en évoquant à tort, comme me l'ont obligeamment fait remarquer quelques auditeurs, l'Immaculée Conception à propos du récit que l'on trouve dans certaines sources d'époque Han sur la naissance, pourrait-on dire, miraculeuse de Confucius. Il convient en effet de ne pas confondre la conception virginale de Jésus et le dogme de l'Immaculée Conception, selon lequel, si j'ai bien compris, les mêmes auditeurs me rectifieront si je me trompe encore, c'est Marie, la Vierge Marie elle-même, qui est exempte, qui a été conçue exempte du péché originel. Si donc je ferais vraiment mieux de laisser de côté, enfin de laisser tranquille la question du péché originel, qui, comme l'ont évidemment constaté maints spécialistes avant nous et très volontiers associé à un personnage de femme, j'espère qu'il me reste permis d'évoquer certaines analogies entre la construction légendaire de la vie de Confucius dans les sources textuelles, mais aussi iconographiques et autres des Han, d'une part, et celle de Jésus dans les évangiles, d'autre part. Alors, bien sûr, ce parallèle est fait pour évoquer des choses qui sont censées être familières pour nous, mais ce genre de parallèle pourrait être également fait avec d'autres cultures et d'autres civilisations dans le monde. Alors, nous parlions la dernière fois de la tradition exégétique, c'est-à-dire de la tradition de commentaires, associée donc à ce courant appelé le courant Gongyang, que vous avez ici en avant, dernière position sur la diapositive. Donc cette tradition exégétique qui s'est formée donc au début des Han autour donc du texte canonique du Chuanqiu que vous avez ici en quatrième position sur la diapositive. Autrement dit donc les annales des printemps et automnes, dont je vous rappelle qu'il s'agit d'annales de 12 règnes de ducs du pays de l'eau,
qui est donc le pays natal de Confucius. Et vous vous souvenez peut-être que nous avons évoqué donc la rubrique finale de ces annales, c'est-à-dire donc une rubrique que l'on trouve lors de la dernière année de règne du dernier duc de cette période, donc 14e année du duc Ai de Lô. Alors cette rubrique mentionne de manière extrêmement laconique au printemps, donc, la capture lors d'une chasse à l'ouest d'un lin. Alors, le lin ou le qilin, c'est un animal fantastique, donc qui n'existe pas en principe dans la nature, qu'on a traduit par une sorte de licorne. C'est un cervidé donc qui n'aurait qu'une seule corne. Alors, à partir donc de cette mention dans les annales des printemps et automnes, le commentaire Gongyang a donc un très long développement qui met en scène donc notre maître Krong, c'est-à-dire Confucius, qu'on voit pleurer jusqu'à, nous dit le texte, mouiller ses habits, et on le voit donc prédire, prophétiser au discours direct et à la première personne sa propre fin. C'est-à-dire donc il se lamente en pleurant une fois de plus donc les disciples qu'il a perdus prématurément, à savoir donc Yan Hui et Zulu. Et il voit là, avec la capture de cette licorne, donc la préfiguration de sa propre mort et la fin de son Tao. Il dit textuellement que son Tao est arrivé donc à sa fin. Alors, si nous revenons à présent à l'épilogue que l'historien Sima Qian, donc auteur des mémoires historiques, donc cet épilogue qu'il donne au chapitre 47, qui, je vous le rappelle, est ce chapitre qui relate la vie, ou plus exactement les tribulations de Confucius. Donc, comme nous l'avons vu, cet épilogue commence par cette phrase très, très belle que vous avez donc au milieu de la diapositive, mais dont le sens reste assez ambigu. Alors, cette phrase vous dit donc Yu du Kong Shi Shu Xiang Jian Qi Wei Ren, c'est-à-dire donc j'ai lu les écrits du sieur Krong, donc il s'agit de Confucius, et selon moi, donc le membre de phrase suivant signifierait j'ai voulu voir, c'est-à-dire voir de mes yeux, quel homme il était, quel genre d'homme il était. Alors, mon interprétation diffère de celle de Chavannes, qui, lui, traduit pour sa part, pour moi, quand je lisais les écrits du sieur Krong, j'ai cru voir quel homme il fut. Alors, ce qui me fait comprendre la phrase comme je la comprends, c'est le fait que le texte continue en disant « Je me suis », c'est toujours Sima Qian qui parle, « je me suis rendu au pays de l'eau », c'est-à-dire donc ce pays natal de Confucius, j'ai contemplé de mes yeux donc la salle du temple funéraire de Zhongni, c'est donc l'appellation de Confucius, j'ai vu son char, ses vêtements, ses ustensiles rituels, ainsi que tous les maîtres qui, aux époques prescrites, s'exerçaient au rite dans sa demeure, et je suis revenu
pénétré de respect et me suis attardée sans pouvoir m'éloigner. Donc c'est le témoignage que porte l'historien Sima Qian sur cette expérience vécue, donc sur les lieux mêmes donc, de la naissance de Confucius, et il nous raconte qu'il a voulu se rendre sur place pour voir de ses propres yeux donc tous les on pourrait dire les reliques que l'on a en principe conservées donc du maître. Et c'est ça qui me fait comprendre donc ce xiangjian qi wei ren, c'est-à-dire par donc j'ai voulu voir quel homme il était. Et donc le texte de l'épilogue poursuit. Dans le monde, et ça c'est la partie que nous n'avions pas eu le temps de lire la dernière fois, dans le monde, ils sont légions, ceux qui, depuis les souverains jusqu'aux hommes sages, eurent de leur vivant une gloire qui prit fin après leur mort. Mais Maître Krong, quoique littéralement donc pouyi, c'est-à-dire donc vêtu de toile, c'est-à-dire sous-entendu un homme du commun, puisqu'il portait des vêtements de toile simple et non de soie, par exemple, ou de brocart, comme quelqu'un d'un certain rang le porterait. Donc cet homme du commun a malgré tout transmis sa renommée pendant plus de 10 générations. Alors, donc, ceux qui se livrent à l'étude, c'est-à-dire donc tous ceux qui justement se réclament de cet héritage de Confucius, le considèrent comme leur chef, ou on pourrait dire dans un autre contexte, leur saint patron. Et depuis, c'est toujours l'épilogue qui continue, depuis le Fils du ciel, les rois et les seigneurs, tous ceux qui, dans les Zhongguo, alors je traduis par les Zhongguo, c'est-à-dire les pays centraux, les pays du centre. Vous savez que actuellement, Zhongguo, c'est le nom que se donne à elle-même la Chine en chinois. Quand vous allez en Chine, vous allez à Zhongguo, c'est-à-dire donc le pays du centre ou le pays du milieu, ou certains traduisent même par l'empire du milieu. Mais je pense que dans le contexte, en tout cas pré-impérial et même du début de l'empire, il convient de comprendre Zhongguo comme les pays, les principautés de la plaine centrale, sous-entendu donc le bassin moyen donc du fleuve Jaune. Donc tous ceux qui dans les pays centraux dissertent sur les liuyi, les 6 arts, j'y reviens tout de suite, se décident et se règlent d'après ce maître. Alors donc ces 6 arts, les liuyi, au début des Han, on peut le comprendre de plusieurs façons. Il s'agit là en fait d'art ou de pratique. Alors si on le comprend dans ce sens-là, il s'agit donc des arts ou des pratiques qui sont le propre justement d'un homme accompli. Et ce sont ces 6 arts justement que l'on attribue à Confucius, qui était censé donc savoir aussi bien donc tirer à l'arc, mais encore une fois, je le rappelle, dans un contexte ritualiste. Encore une fois, il ne s'agit aucunement d'une discipline olympique, mais d'une pratique rituelle justement de maîtrise de soi qui est encore tout à fait courante au Japon, par exemple, actuellement. Il s'agit donc en fait d'une pratique corporelle, certes, mais qui
est censé donc vous donner une droiture morale. Donc il y a la pratique du tir à l'arc. Confucius, comme si on en croit le témoignage de Sima Qian, c'est quelqu'un qui savait également conduire un char. C'est également, bien sûr, la maîtrise de l'écriture, de la calligraphie, la maîtrise aussi des textes. Donc, c'est également donc la maîtrise des nombres. Enfin, donc toutes ces pratiques, qu'elles soient corporelles ou physiques ou d'ordre intellectuel ou culturel, ces six arts sont le propre donc de l'homme accompli. Mais au début des Han, ce qu'on entend quelquefois par les liuyi, c'est-à-dire ces six arts, sont en fait essentiellement donc la maîtrise, désigne la maîtrise donc de six corpus textuels qu'on assimile justement en fait aux classiques confucéens. Puisque j'ai eu déjà l'occasion de vous parler de ces corpus textuels canonisés donc au début des Han, canonisés dans la mesure où ils sont précisément associés donc à la figure de Confucius. Vous avez par exemple donc en premier lieu le corpus des odes ou des poésies, donc un corpus poétique. Vous avez le corpus des documents, des shu, qui sont censés rapporter donc des témoignages historiques. Vous avez bien sûr donc les corpus rituels, à commencer par le Li-Ji et le traité des rites. Vous avez, je viens d'en parler, donc les annales historiques des printemps et automnes. Et puis, vous avez, alors là, un corpus dont l'association avec Confucius est encore plus contestable, le fameux donc, corpus des mutations, le livre des mutations, donc le Yi Jing, qui donc est essentiellement donc un traité divinatoire et cosmologique. Et quand on parle justement des six corpus canoniques, on y inclut également un corpus qui était vraisemblablement avait déjà disparu donc, sous les Han, à savoir le corpus de la musique rituelle qui s'associe très souvent donc au corpus des rites. Alors donc l'épilogue se termine sur cette phrase. Enfin, en tout cas, le passage qui nous intéresse, c'est là ce qu'on peut appeler donc la parfaite sainteté. C'est ainsi que je traduis donc zhi sheng. Donc Confucius est qualifié justement de saint ou de sage ultime, suprême. Donc on assiste ici à la glorification de Confucius et à son accession au titre donc de plus grand sage ou de plus grand saint de tous les temps. Alors, ce qui me fait traduire ce terme de sheng que vous avez ici, vers le bas de la diapositive, nous l'avons vu il y a 3 ans, c'est précisément ce terme qui a été traduit par les jésuites italiens, donc, qui ont suivi le fameux Matteo Ricci, dont on a célébré donc, justement on lui a rendu hommage il y a 2 ans. Donc, ces jésuites italiens donc, ont traduit ce terme chinois de sheng par santo, c'est-à-dire saint, qui était un terme en principe réservé aux disciples de Jésus et aux pères de l'Église, dans le contexte donc catholique des jésuites. Alors que Confucius, lui, aurait dû se contenter du titre de sapientissimo, c'est-à-dire donc de très docte. C'est un terme qui était réservé
à ceux que l'on appelait, les jésuites en particulier au XVIIe siècle, les philosophes ethniques, c'est-à-dire donc les philosophes grecs et latins, que donc les jésuites ont appliqué également donc à Confucius et ceux qu'ils appelaient donc les philosophes chinois. Donc ce choix terminologique de santo ou de saint appliqué à Confucius, comme vous pouvez l'imaginer, a été l'un des motifs récurrents de la fameuse querelle des rites dans les années 1700. Et c'est encore un terme qui aujourd'hui est sujet à polémique. Nombreux ont été ceux qui m'ont reproché justement le choix de ce terme saint avec un S majuscule pour traduire ce terme de sheng. Alors, je dois dire que, en ce qui me concerne, le choix de ce terme m'a été en quelque sorte imposé par le fait que traduire par sage, ça pose un problème parce que ce terme de sage traduit déjà un autre terme chinois, qui est le terme xian, et qui veut dire justement quelqu'un plein de sagesse. Alors donc, on est confronté justement à une difficulté de traduction, puisque si on parle de sage dans les deux cas, ça brouille un petit peu le tableau, dans la mesure où en chinois, il y a une très nette distinction, et même en fait de gradation, entre xian, donc le sage, et le sheng, c'est-à-dire donc celui qui est encore au-dessus et qu'on est bien obligé de traduire d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qui a justifié donc mon choix. Alors, cette sanctification, on pourrait dire, de Confucius, va de pair dans le contexte impérial chinois avec une véritable carrière politique qui ira de promotion en promotion à travers donc toute l'histoire impériale. Alors je vous rappelle rapidement donc si j'ose dire le curriculum vitae de Confucius au plan politique. Donc sous les Han, donc en l'an 1 de l'ère chrétienne, notre Confucius est promu au rang de duc. C'est-à-dire donc il porte un titre nobiliaire, et ensuite il est au 8e siècle, en 739, donc promu au rang de roi, c'est-à-dire donc il passe si on prend la terminologie chinoise, du titre de Kong-duc au rang de Wang, de roi. Ensuite, quelques siècles plus tard, au XIe siècle, il est rétrogradé au titre de duc, et puis ensuite propulsé au rang suprême d'empereur, carrément, donc au siècle suivant, donc au XIIe siècle. Mais en 1530, alors là c'est amusant parce que c'est précisément l'année de création du collège royal, c'est-à-dire de l'actuel collège de France. Donc en 1530, notre Confucius est dépouillé donc de tous ses titres politiques et, si j'ose dire, réintègre la vie civile sous l'étiquette que vous avez ici, donc en bas de la diapositive, donc Zhi Sheng Xian Shi, c'est-à-dire donc de sage ou de saint suprême et Xian Shi, donc maître de toutes les générations précédentes. Titre qu'il a ensuite gardé, comme l'atteste par exemple ce portrait que vous avez déjà vu, donc un portrait qui date du XVIIIe siècle, où vous avez donc en haut de l'inscription donc la mention de Zhi Sheng Kongzi, c'est-à-dire donc maître Kong, donc saint suprême. Mais, et c'est évidemment tout le paradoxe
du Confucius des mémoires historiques, c'est qu'à côté de tout ce processus de glorification officielle que nous voyons au demeurant se reproduire dans la Chine d'aujourd'hui, avec le phénomène du retour de Confucius d'où nous sommes partis il y a 5 ans maintenant, où on a tendance justement à remettre Confucius sur son piédestal, on a tendance à le re-statuifier et le re-sanctifier. Donc, à côté de tout ce processus, le chapitre 47, ce chapitre biographique, entre guillemets, des mémoires historiques, nous montre aussi le Confucius de la légende populaire. Autrement dit, le Confucius d'une légende qu'il a véritablement propulsé au premier rang de ce qu'on appelait justement les zhuzi, c'est-à-dire de tous les maîtres à penser de l'Antiquité. Parce que, au fond, la question qui nous tarabuste depuis le début de cette année, c'est précisément de savoir, mais pourquoi donc est-ce que c'est Confucius et non pas l'un de ses zhuzi, c'est-à-dire donc l'un de ses maîtres à penser, très nombreux dans la période pré-impériale et notamment dans la période dite des royaumes combattants, donc à peu près donc entre les 4e et 2e siècles avant l'ère chrétienne. Pourquoi est-ce que c'est lui précisément que l'on a choisi d'extraire du lot et de transformer comme ça en quasi-divinité? Alors, de fait, cette biographie, ou plutôt hagiographie de Maître Krong dans les Mémoires historiques, au chapitre 47, se présente comme une succession de, on pourrait dire, de vignettes, ou, pour employer un mot plus savant que nous avons déjà utilisé ici, une succession de péricopes. Et j'en profite pour saluer ici et remercier l'auditeur qui m'a signalé donc une photo qu'il a prise lui-même d'une liasse de lattes reliée par les anneaux d'un classeur, photo qui a été prise donc dans une exposition qui a cours actuellement donc à l'Institut du monde arabe, tout près d'ici, et je vous signale qu'elle a lieu jusqu'en avril, donc vous avez encore le temps d'aller voir. Alors moi-même, justement, j'attends le moment où j'aurai un petit peu le loisir d'aller voir, parce que cet objet m'intrigue. Il s'agit donc d'une liasse de lattes reliée par des anneaux d'un classeur et qui est exposée tout au début de cette exposition sur les 1001 nuits. Et dans cette exposition, il semblerait que, selon donc le témoignage de cet auditeur, on retrace justement la genèse de ce récit des 1001 nuits, qui là aussi rappelle beaucoup justement notre propos actuel, c'est-à-dire donc que nous avons une multiplicité de sources très diverses et d'époques très différentes, qui ont ensuite été assemblées, on pourrait dire, de briques et de broc pour finir avec un récit qui porte toutes les apparences d'un récit continu. Alors donc, encore une fois, j'essaye de vous montrer que justement, en fait, la genèse de cette biographie de Confucius n'est évidemment pas une exclusivité chinoise. Vous la retrouvez, on a beaucoup parlé des parallèles avec les évangiles, mais comme vous le montre cette exposition, on le retrouve dans pas mal d'autres civilisations. Donc, nous avons une succession de vignettes qui sont autant d'épisodes qui sont bien sûr devenus fameux, où l'on voit donc mise en scène
Maître Krong, avec ses disciples et ses contemporains donc en situation, et souvent donc en dialogue rapporté au discours direct, hein, à la manière de ce qu'on trouve justement dans les entretiens, hein, dans le Yu. À cette différence près, et là nous allons bientôt voir un exemple, à cette différence près que les entretiens, le Yu, se présentent de manière beaucoup plus fragmentaire, hein, puisque les entretiens ne rapportent le plus souvent que les propos du maître, isolés de tout contexte, et le plus souvent sans les réponses des interlocuteurs. Alors, nous avons donc dans ce chapitre 47 une succession donc de ces vignettes ou péricopes, hein, qui sont devenues justement très fameuses, même pour des gens qui n'ont pas lu les sources. Hein. On pourrait dire que c'est entré, au fond, dans le tissu de la culture de base, de la culture générale en Chine, un petit peu à la manière justement des épisodes concernant la vie du Christ dans les évangiles. Hein. Même pour ceux qui ne sont pas particulièrement croyants et qui n'ont pas particulièrement reçu d'éducation religieuse, ils ont vaguement entendu parler justement de cette fameuse péricope de la femme adultère que nous évoquions il y a quelques semaines, ou alors le baiser au lépreux, la ressuscitation de Lazare, la rencontre avec Marie-Madeleine, etc. Donc vous avez un petit peu le même type justement de péricope dans cette biographie de Confucius. Alors dans les deux cas, donc en l'occurrence celui de Confucius et celui de Jésus, ces anecdotes sont popularisées par toutes sortes de moyens et sur toutes sortes de supports, c'est-à-dire ça peut être des recueils de littérature populaire, des dictons. Vous avez beaucoup de phrases ou de membres de phrases qui sont extraites des entretiens du Leu et qui sont devenues des expressions consacrées, le plus souvent donc à 4 caractères, ces expressions qu'on appelle en chinois, donc vous l'avez au bas de la diapositive, des chengyu, c'est-à-dire donc des propos tout faits, et qui correspondent probablement à ce qu'on appelle communément les fameux proverbes chinois. Ces proverbbes chinois, qui n'ont en général pas grand-chose de chinois, et pire encore, qu'on associe aussi le plus souvent à Confucius. Donc on fait dire au pauvre Confucius beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais même imaginé de pouvoir dire. Donc ces chengyu qui nous viennent justement du texte des entretiens du Leu, on en a même fait des recueils. Vous avez ici un recueil justement de ces expressions le plus souvent à 4 caractères, mais vous retrouvez également tout ce folklore sur des supports qui ne sont pas forcément des supports textuels et encore moins des supports écrits, mais ça peut être donc des supports iconographiques, c'est-à-dire donc sous forme d'images ou des sculptures ou des monuments, comme nous le verrons un peu plus tard. Alors, pour l'instant, nous restons dans les textes et j'aurais voulu justement vous donner un exemple de la façon dont s'articulent donc les phrases du Leu des entretiens avec la biographie, entre guillemets, que l'on trouve dans les mémoires historiques. Alors, parmi les péricopes, parmi les vignettes les plus connues, qui sont associées donc au personnage de Confucius,
c'est donc, il y a le récit de ces tribulations à travers les différentes principautés, après donc son échec dans son propre pays de Lou, dans son pays natal. Dans ce chapitre 47, on voit Confucius donc quitter vers l'âge de 50 ans son pays natal, où il a essayé de servir son prince de la meilleure façon possible, mais il désespère au moment où son prince choisit d'inviter des danseuses plutôt que de s'atteler donc à l'austère tâche de gouverner. Donc Confucius, soi-disant dégoûté, donc quitte son pays natal et se lance donc sur les routes à travers donc d'autres principautés de la Chine de l'époque pour essayer de vendre ses conseils en quelque sorte donc à d'autres princes. Et il y a cet épisode très fameux qui est resté donc dans l'imaginaire populaire, c'est ce qui lui arrive donc entre le pays de Chen et le pays de Cai. Cet épisode, cette péricope ou cette vignette est évoquée par la formule Chen Cai Zhijian, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre. Là, le tien, vous avez donc, là, juste, bon, petite parenthèse sur la graphie de ce caractère, vous avez donc le soleil, le graphème du soleil qui apparaît entre les deux battants de la porte. Donc là vous avez dans la graphie justement cette évocation de quelque chose qui est entre deux, dans l'entre-deux. Bon, alors donc ce qui se passe donc entre le pays de Chan et le pays de Cai. Et voici ce que nous dit donc ce passage donc au chapitre 15, section 2 donc du Lunyu. Alors, Zai Chen, Jue Liang, c'est-à-dire donc Confucius et ses compagnons donc se trouvent à Chen, donc au pays de Chen, et Jue Liang, c'est-à-dire ils se trouvent à court de vivre. Jue Liang, c'est-à-dire donc voilà, il y a Jue, c'est-à-dire les liang, ce qu'il y a à manger, littéralement s'interrompt, il n'y en a plus. Bon, donc là, en fait, ils sont à court de vivre et donc ils n'ont plus rien à manger. Phrase suivante, 从者病，莫能信. Donc là, vous voyez, déjà, même pour ceux d'entre vous qui sont peut-être d'un certain nombre, je le suppose, qui ne lisent pas le chinois, je tiens absolument à vous montrer donc le texte original pour que vous voyez un petit peu d'abord comment s'articule le texte et d'autre part sa concision. Ce que je traduis en français est obligé justement de recourir à des périphrases. Alors, 从者, c'est-à-dire ceux qui le suivent, ses compagnons et ses disciples, ping, donc sont malades, tombent malades, et à tel point que mo neng xing, c'est-à-dire aucun d'entre eux n'est capable, neng, xing, c'est-à-dire de se lever, de se mettre debout. Bon, ils sont tellement faibles que bon, ils sont tous complètement sur le flanc. Bon, alors la phrase suivante, Zilu, Yun Jian Yue. Zilu, c'est l'un des disciples. Alors Zilu, si je tiens absolument à filer donc le parallèle avec les évangiles, c'est un peu Simon-Pierre pour la figure du Christ. Zilu, c'est l'un des disciples les plus proches, mais c'est le fier à bras. Disons, Zilu, c'est avant tout un militaire. Il est toujours armé. Ça lui vaut d'ailleurs de mourir de façon assez violente.
Et donc, c'est donc le fier-à-bras qui, évidemment, a un tempérament assez fougueux et assez, comment dire, soupolé. Hein. Bon, alors donc Zelo Yunjian, c'est-à-dire donc il est comment dire furieux. Hein, plein de ressentiments, donc il vient voir le maître, hein, ou il demande à le voir, et il lui dit ceci, Junzi yi you qiong hu. Mais est-ce qu'un homme de bien, hein, sous-entendu comme moi, hein, comme nous autres, hein, est-ce qu'un homme de bien, hein, est-ce que il se peut qu'il tombe aussi dans la misère, hein, dans un tel dénuement. Autrement dit, là, ce que signifie la question donc de Zelo, c'est que bon, quand on est un homme de bien, en principe, on devrait avoir à la fois donc comment dire, justement l'aura qu'apporte justement cette autorité morale. Hein, et c'est quand même pas permis qu'on puisse tomber aussi bas, hein, qu'on puisse ne plus avoir rien à manger. Et le maître lui répond, Ziyue, là vous retrouvez cette fameuse formule canonique, Junzi gu qiong, xiaoren qiong si lan yi. C'est-à-dire donc le Junzi, l'homme de bien, hein, devrait être donc gu qiong, c'est-à-dire littéralement endurant, hein, même quand il est dans le dénuement complet, hein, même quand il est très pauvre, hein, et au contraire, c'est le xiaoren, littéralement l'homme petit, hein, l'homme de peu, qui, quand il est justement dans un tel dénuement, hein, lan, ça veut dire littéralement il se répand. Lan, c'est le fait de déborder. Hein, il se répand. Là, enfin, dans notre contexte franco-français, vous voyez quelqu'un qui se répand un peu comme un camembert. Hein, je veux dire, il se laisse aller, hein, dans ce genre de circonstances. Donc là, le maître répond donc justement à ce ressentiment-là de Zelo en lui disant quand on est un véritable homme de bien, au contraire, en fait, on est on reste solide, on se tient, hein, on est endurant, hein, même dans le dénuement le plus complet, et il y a cette opposition que l'on retrouve de manière récurrente dans le texte du Lun Yu des entretiens, de cette opposition justement entre l'homme de bien et l'homme de peu. C'est comme ça que j'ai traduit donc cette opposition entre le Junzi et le Xiaoren. L'homme de peu, lui, au contraire, en fait, il n'est pas à coup, il ne se tient pas. Il se laisse aller, il se répand justement en lamentations, etc. Enfin, donc c'est évidemment une façon assez cinglante de répondre justement à ce mécontentement de Zelo. Alors, si vous prenez donc le chapitre 47 des Mémoires historiques, vous retrouvez ce passage des entretiens, mais placé donc dans un récit continu. Et selon donc la version des Mémoires historiques, le contexte, c'est que donc les pays de Chen et de Cai, donc c'est-à-dire leurs princes, envoient des soldats circonvenir ou cerner Confucius et ses disciples, soi-disant pour empêcher Confucius d'atteindre le grand pays de Chu. Là, je vous remontre cette carte qui est évidemment très schématique, mais qui vous montre un petit peu comment se présente la Chine donc au 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne. Donc la Chine
contemporaine de Confucius. Donc vous remarquez que justement dans les pays centraux, les Zhongguo dont on parlait tout à l'heure, ce sont en fait des pays assez petits ou de taille moyenne et qui sont entourés justement par des pays qui, eux, sont beaucoup plus étendus. Donc là, vous avez ici donc, les pays de Chen et Cai ici, qui sont tout petits, qui sont à peine visibles sur la carte, et qui envoient des sbires pour essayer de retenir Confucius, qui lui en fait allait proposer ses conseils donc au grand pays de Chu que vous avez donc ici au sud. Donc ce que ces petits pays craignent, c'est que si Confucius se met au service d'un grand royaume comme Chu, Chu va devenir une puissance hégémonique et les écraser eux en tant que petit pays. Et c'est à ce point du récit qu'intervient donc le passage des entretiens que nous venons de lire, mais enrichi d'indications scéniques, c'est-à-dire ce qu'on appellerait au théâtre des didascalies, qui nous font donc imaginer un tableau vivant. Donc, vous voyez la situation, donc la bande de Confucius, si j'ose dire, se trouve coincée donc, entre ces pays de Chan et de Cai. Et le récit donc, des mémoires historiques reprend donc, cette idée, donc il se trouve à court de vivres. Donc ceux qui suivent Confucius tombent malades et donc pas un n'est capable de se lever. Là pour l'instant on retrouve le texte des entretiens, mais on arrive à ce moment-là donc une indication qu'on ne trouve pas donc dans le texte des entretiens. On nous dit pendant ce temps-là, Maître Krong continue à parler et à réciter donc des poèmes et à jouer donc de son luth et à chanter même tout en jouant du luth sans se laisser abattre. Alors, donc là, vous voyez, vous commencez à imaginer un petit peu la scène, c'est-à-dire que vous avez tous ces disciples qui sont complètement sur le flanc, et Confucius qui, pendant ce temps-là, continue donc à, poursuit ses activités habituelles, c'est-à-dire donc à parler, réciter des poèmes, jouer de la musique, chanter, etc., comme si de rien n'était. Bon. Et c'est ensuite qu'on retrouve le texte des entretiens où on voit Zelu arriver donc absolument furieux devant le maître et pour lui dire donc est-ce que vous trouvez que c'est normal que des hommes de bien comme nous se retrouvent dans une situation pareille. Et là on retrouve également donc la réponse du maître. Mais tout de suite après, donc, les mémoires historiques nous indiquent, il y a là aussi une indication scénique, que la figure de Zelu change de couleur. On peut supposer que soit il devient vert, soit il devient rouge, enfin en tout cas, la leçon du maître le fait changer de couleur de visage. Et ensuite, donc, le dialogue se poursuit de manière très intéressante, mais je n'ai pas le temps de poursuivre, avec deux autres disciples. C'est-à-dire que là, vous avez donc un trio de disciples qui viennent tour à tour donc, trouver le maître pour justement discuter de cette question qui apparemment est une question centrale au début des Han, à savoir est-ce que la qualité morale va de pair avec une reconnaissance sociale et politique. C'est-à-dire, là, c'est au fond la question que vient poser Zelu, c'était précisément celle-là. Est-ce que parce que lui, évidemment, s'imagine que quand on a le prestige, l'autorité
d'un homme de bien, d'un junzi, est-ce que ça on a une telle aura que ça attire automatiquement une reconnaissance sociale et notamment une reconnaissance de la part des grands de ce monde, on dirait maintenant des décideurs politiques. Or là, c'est précisément toute la problématique qui est portée à travers tout ce chapitre 47, ce chapitre biographique des mémoires historiques. C'est-à-dire, il s'agit de montrer donc un Confucius qui est un zhisheng, c'est-à-dire donc un saint suprême, qui a une naissance extraordinaire, qui est capable de prophétiser donc sa propre fin, etc., qui est un prophète, qui est une quasi-divinité, mais qui en même temps en est réduit justement à se jeter sur les routes pour proposer ses conseils d'une cour princière à l'autre sans jamais y réussir. Autrement dit, nous avons la superposition du récit d'une glorification, au sens très propre du terme, avec le récit d'un raté, le récit de la vie d'un raté, de ce qu'on appellerait maintenant en franglais d'un loser. Donc, comme je le disais il y a quelque temps, donc, nous avons ce récit qui est donné par un historien qui lui-même a fait une œuvre immense à travers ses mémoires historiques, qui a véritablement fondé donc le discours historique chinois et qui en même temps a subi donc ce châtiment infamant de la main de son prince, enfin de l'empereur Han de l'époque, c'est-à-dire le châtiment de la castration. Donc vous avez ce paradoxe qui évidemment a parlé immédiatement à nos missionnaires, notamment jésuites, puisqu'ils y ont reconnu d'une certaine manière en fait le destin de Jésus-Christ aussi, donc fils de Dieu, mort sur la croix, etc. Alors, ce récit donc ce passage critique de Confucius entre Chen et Tsai, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'un des plus fameux et des plus cités, fréquemment, dans la littérature pré-impériale et dans la littérature d'époque Han, puisqu'on la trouve dans au moins une douzaine de sources textuelles différentes et dans des versions différentes dont sont tirées également des leçons extrêmement différentes. On en trouve par exemple une version dans le Mozi, le corpus textuel associé à Maître Mo, qui est censé être un dissident, voire un opposant à l'école de Confucius, et pour qui donc cet épisode entre Chen et Tsai, c'est simplement une illustration de l'hypocrisie de Confucius. C'est-à-dire donc il fait comme si de rien n'était, mais tout ça c'est de l'hypocrisie, ou dans une autre terminologie, c'est une forme de pharisaïsme. Alors que vous trouvez également ce récit dans le Zhuangzi, donc une source textuelle attribuée à Maître Zhuang, qui est censée donc être une source plutôt taoïsante, où là nous avons en fait quelque chose de complètement différent par rapport au Mozi, où on voit donc Confucius recevant donc une leçon d'un mystérieux sage taoïste, évidemment. Alors, de façon analogue, et là j'en terminerai pratiquement là-dessus, donc de façon analogue, ça fait assez longtemps que je vous annonce ce parallèle avec les évangiles, nous avons différentes versions de la non moins fameuse péricope
de la multiplication des pains. Alors vous avez dans les évangiles en tout 5 versions différentes, et quelquefois des versions différentes dans le même évangile. Vous en avez 2 versions différentes, par exemple, dans Matthieu, 2 dans Marc, l'évangile selon Marc, une version dans Luc et une dans l'évangile selon Jean. Alors, je vous lis rapidement donc par exemple les 2 versions qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc, au chapitre 14, vous avez ceci. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Bon, le parallèle est appelé justement par cette question on manque de vivres. Hein. Bon. Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans le même évangile, au chapitre suivant, au chapitre 15, vous avez à peu près le même récit que je ne vous relis pas, mais vous avez des chiffres différents. C'est-à-dire donc que les 5 pains deviennent 7 pains et les 2 poissons deviennent quelques petits poissons. Et donc les 12 paniers deviennent 7 corbeilles et les 5000 hommes deviennent 4000 hommes, toujours sans compter les femmes et les enfants. Donc vous avez en fait ici, alors je vous passe en fait les versions des autres évangiles qui là aussi en fait brodent de manière différente. Vous avez aussi dans certains évangiles une comptabilité, ce que coûte justement en fait, ce que pourrait coûter de nourrir cette foule. Bon, là vous avez des préoccupations comptables qui n'apparaissent pas justement dans l'évangile de Matthieu. Mais vous avez ici donc une péricope qui subit également aussi des variations relativement importantes. Alors, pour finir justement sur des supports autres que textuels, vous savez que la légende, ou en tout cas la vie du Christ, a été illustrée de maintes façons et notamment sous forme de... oui, là je vous montre un petit peu justement une illustration contemporaine de cet épisode entre Chan et Tsai. C'est une figuration, je ne sais pas en quelle matière, mais enfin un peu façon musée Grévin, où vous voyez donc au centre le maître qui continue donc à jouer du luth, et puis et à côté donc les disciples qui viennent le voir à tour de rôle pour lui dire mais c'est vraiment pas permis de vivre de cette façon. Alors vous connaissez tous, probablement en ayant visité notamment des églises romanes, ces illustrations des textes bibliques ou de la vie du Christ qui se présentent de cette manière, c'est-à-dire sous forme presque on pourrait dire de bande dessinée. Vous avez ici
des fresques que certains d'entre vous ont peut-être vues, qui sont absolument magnifiques, qu'on a restaurées. Ce sont les fresques de Saint-Savin dans le département de la Vienne, en Poitou-Charentes, où vous avez donc ces récits qui se présentent donc sous forme de bandes, de bandes illustrées. Ici, vous avez donc dans le détail donc une illustration de Dieu, ou plutôt Jésus-Christ parlant enfin Dieu ici, mais sous les traits de Jésus-Christ parlant à Abraham. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous retrouvez le même phénomène donc dans la Chine des Han. Ici, vous avez des bas-reliefs que vous trouvez dans un sanctuaire des Han postérieurs, donc datant du IIe siècle de l'ère chrétienne, où vous avez également en fait des épisodes de l'histoire mythique chinoise. En haut, vous avez en quelque sorte l'organigramme des sages mythiques de l'Antiquité, et en dessous, vous avez donc des vignettes qui évoquent enfin des chapitres fameux de l'histoire chinoise, et en particulier vous avez toute une série de vignettes qui concernent donc la vie de Confucius, donc, et qui se présentent exactement donc comme ces fresques de Saint-Savin sous forme de bandes. Donc là, je dois dire que je choisis d'arrêter mon cours de cette année justement sur ces illustrations que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette iconographie des Han. Vous avez cette figuration des chevaux et des chars qui est tout à fait magnifique. Là, vous avez un détail justement d'une de ces vignettes sur lesquelles donc nous reviendrons au mois de décembre, au moment où nous reprendrons justement notre propos, puisque cette année, nous avons évidemment connu une année un petit peu chahutée par les événements que vous connaissez peut-être, et nous sommes obligés maintenant de nous arrêter justement sur ce personnage de Confucius qui, avec entre ce récit de naissance miraculeux, ces signes physiques marqueurs d'un être surnaturel et cette mort annoncée par l'apparition d'une licorne, nous avons ici une image d'un Confucius qui est assez éloignée de l'image du Philosophus Sinarum, du philosophe des Chinois, donné par les jésuites. Cette image si conforme au rationalisme européen de la Renaissance puis des Lumières, cette image donc qui a été présentée aux élites européennes donc des XVIIe, XVIIIe siècles, image dont nous avons largement hérité au point de vouloir faire des entretiens de Confucius un livre représentatif de la philosophie chinoise, et même au point de voir dans les entretiens le premier livre de l'histoire de la philosophie chinoise. Alors, nous verrons donc en décembre, en reprenant donc, que dans le sillage des Jésuites, on a voulu voir dans certains termes récurrents des entretiens de Confucius l'équivalent donc de concepts, ou du moins de notions clés d'une doctrine éthique, à commencer justement par cette fameuse notion de Ren, qui est censée donc fonder l'humanisme confucéen. Donc la question centrale que nous nous poserons en reprenant en décembre prochain, ce sera précisément de nous demander ce qu'il faut entendre par l'humanisme confucéen. Alors, entre-temps, nous aurons l'occasion de nous retrouver, en tout cas pour certains d'entre vous peut-être, dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain,
autour d'une conférence invitée du professeur Miura Nobutaka de l'université Chuo de Tokyo, qui jeudi prochain, donc le 21, et le jeudi suivant, le 28, ici à la même heure, enfin pas dans le même amphithéâtre, dans la salle 2, mais ici à Marcellin Berthelot, à 11h, qui nous parlera donc de deux figures importantes de la scène intellectuelle du Japon moderne et qui sont en plus des francophiles, à savoir donc Nakae Chomin et Kato Shuichi. Nous aurons donc inauguré et conclu cette année universitaire avec deux conférenciers invités japonais, parfaitement francophones et francophiles, qui, et c'est important, j'y insiste, nous permettent de mettre en perspective notre rapport européen donc à l'Asie orientale en général et pas exclusivement à la Chine. Et donc je terminerai donc en vous remerciant encore vraiment du fond du cœur de m'avoir accompagné une fois de plus cette année, en espérant vous retrouver dans quelques mois. Merci.